Bonjour à tous et bienvenue sur DataWatch. DataWatch, c'est un podcast où on parle avec Axel sur des articles de data engineering, sur des articles qui sont assez récents. Moi, je suis Bertrand Fabre et je suis data engineer freelance. Si jamais vous voulez un peu plus de détails sur mon parcours, je vous invite à aller voir mon profil LinkedIn. D'ailleurs, sur LinkedIn, je fais des posts assez réguliers, que ce soit sur des thèmes autour justement de la veille. Donc, c'est les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Je donne aussi des astuces, des concepts et je présente des technos autour de la data, très orienté data engineering. Il y a aussi une newsletter que je poste, que j'envoie toutes les semaines sur les mêmes thèmes. Et j'ai aussi un blog qui est datayoka.com, pareil sur les mêmes thèmes. C'est juste que je donne un peu plus d'infos ou un peu moins d'informations selon le média. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Axel, t'es data ingénieur aussi? Ah ouais, j'essaye. Tu essayes? Ouais, depuis 5-6 ans maintenant, bientôt. Mhm. Et on parlera d'aujourd'hui un peu les trois types de data ingénieurs qu'il y a. Et ça donnerait une idée un peu du parcours que peut avoir chacun et de l'orientation qu'on veut prendre. Mais ouais, data plutôt type spécialisé sur Google Cloud depuis 1 an et demi, là, 2 ans. Et ce qui est bien, c'est que dans ce métier-là, c'est que t'as jamais fini d'apprendre et que t'as toujours une marge devant toi. Mhm. Et c'est ça qui fait que, en tout cas, tout l'intérêt du métier, je trouve aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Je partage tout à fait. De la même manière, si jamais on souhaite découvrir un peu plus ton parcours, tu as aussi un LinkedIn. Ouais. LinkedIn, ouais, moins vivant que le tien, mais ça m'arrive de faire des petites choses, quoi. Et aujourd'hui, donc, avec Axel, on va parler de 5 sujets. On va d'abord parler d'un article qui parle de la migration qu'a fait Uber sur son architecture data et la mise en place d'une organisation data mesh. On va parler aussi de la nouvelle version de DuckDB qui est la 1.1.0. On va de la même manière parler de la nouvelle version de Airbyte qui est la 1.0. Justement, t'en parlais juste à l'instant. Tu vas parler aussi d'un article qui regroupe les data engineers en 3 groupes. Et pour finir, on va parler de Pandas sur Snowflake. Donc là, le premier article, donc on va parler de la migration de Uber vers une infra plutôt cloud. Donc l'article a été écrit par Arun Mahadeva hier, j'espère que je prononce bien, et 2 autres personnes. Ça a été publié le 10 septembre. Déjà, justement, commencer de parler de l'article, je vais rappeler le concept du data mesh, mais vraiment très très basique. Pour rappel, le data mesh est une gestion de la donnée qui propose une gestion décentralisée, en fait, par domaine fonctionnel, on va dire objet métier, et qui veut gérer les produits, enfin les données comme un produit, et qui utilise aussi une gouvernance plutôt fédérée. Donc appliquer les mêmes concepts dans chaque produit. Et donc là, dans l'article, les auteurs ils expliquent que Uber était sur une archi plutôt on-premise, donc ça veut dire sur ses propres serveurs. Derrière ça, le stockage des données et le traitement des données, donc le stockage en tout cas, c'était sur du HDFS, donc c'était plutôt sur du Hadoop. Et Uber, à partir d'un certain moment, j'ai plus l'année dessus, a commencé à faire face à des limitations sur son cloud. Il précise dans l'article que Uber gérait 1,5 exaoctets de données. Alors, j'ai pas noté, je sais plus si c'est par jour, mais j'imagine que non, parce que ça fait déjà énorme. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de données et à chaque fois, il fallait gérer son infrastructure. Apparemment, ça devenait compliqué. Et donc, le projet de Uber, c'était de pouvoir dépasser les limites de son infrastructure on-premise et de basculer sur du cloud. Donc, pour aller plus loin que ces limites en termes d'infra, pour se moderniser tout simplement, parce que sur les cloud providers, il y a différents services qui peuvent répondre à différentes problématiques. Et ils voulaient aussi profiter de cette migration-là pour mettre en place une archi data mesh. Je sais, c'était pas indiqué dans l'article, je sais pas ce qu'il y avait avant, mais en tout cas, ils n'étaient pas en mode data mesh. Il faut savoir aussi que chez Uber, il y avait des centaines de milliers de requêtes, que ce soit sur Presto ou Spark, qui étaient exécutées chaque jour. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une volumétrie et des traitements vraiment énormes. Pour migrer, donc là c'est sur GCP, je ne sais pas si j'avais précisé, sur Google Cloud, ils ont dû réfléchir et faire face à certaines limitations malgré tout, surtout sur les limites de stockage, parce qu'apparemment tu as des limites aussi de stockage, par exemple sur des buckets, tu as des limites en termes de nombre d'écritures, je vais en parler un petit peu plus loin, mais nombre de lectures-écritures sur les buckets. Après, de la même manière, sur les accès,
eux, quand ils étaient sur une infrastructure on-premise, ils pouvaient gérer un peu eux-mêmes les accès, c'était beaucoup plus facile. Ils étaient sur leur réseau d'entreprise. Par contre, là, à partir du moment où tu passes sur un cloud public, il faut absolument sécuriser tout ça. Parce que là, tu n'as pas un réseau d'entreprise, ou alors tu peux quand même avoir un VPN, mais en tout cas, dans l'article, ils parlaient que c'était un challenge pour eux. Et donc, ils devaient absolument optimiser tout ce qui était quota, limitation sur GCP. Et surtout au niveau des buckets, parce que eux, comme je le disais, ils passent par Presto ou Spark, donc ça veut dire qu'ils ont plutôt une infrastructure, enfin des traitements qui gèrent des fichiers. Ce qu'ils ont voulu faire aussi, c'est de séparer, donc en plus de mettre en place un data mesh, donc avec différentes équipes par domaine fonctionnel, ils ont voulu aussi faire une séparation entre les données critiques et les données les moins importantes. Ça se recoupe avec les limitations qu'il peut y avoir, parce que si jamais il y a il y a un domaine fonctionnel des données qui sont vraiment très critiques, là, tu vas vraiment faire très attention à surtout être loin de tes quotas. Donc là, il va falloir faire un découpage pour être sûr de pas tomber en rade juste pour un problème de quota. Et donc, ils ont créé au sein de Uber, c'est un data mesh service. Le data mesh service, de ce que j'ai pu noter, c'est alors quand ils parlent de service, c'est vraiment un service en mode application. Ça veut dire que c'est une gestion automatisée des ressources du cloud. Ils ont développé quelque chose pour scaler automatiquement les ressources. Donc, on parle de serverless, mais apparemment, tu peux pas toujours faire du serverless. Là, apparemment, c'est une configuration qui va adapter les quotas, qui va adapter certaines choses automatiquement. Bon, ils ont aussi mis en place des concepts abstraits par-dessus. Donc là, je te dis que ils avaient besoin de gérer certains quotas. Mais eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que les data engineers, ou en tout cas les professionnels dessus, les DevOps, ils se prennent plus la tête vraiment à aller configurer les ressources spécifiques, à aller configurer certains quotas, faire un upgrade des machines, etc. Donc apparemment, ils ont mis une surcouche par rapport à ça pour simplifier toutes ces gestions de création de buckets, de quotas. Et ils ont mis en place apparemment une vérification automatique que certaines données, certains types de données arrivent bien dans les bons buckets d'une équipe associée. Apparemment, c'était pas si facile pour eux. Là, par exemple, dans ma mission, je suis aussi sur du GCP. Pour moi, à partir du moment où tu as une source de données, ça va toujours dans le même bucket. Donc là, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils ont rajouté dessus. Mais en tout cas, le concept derrière, c'est qu'ils ont voulu vraiment automatiser un maximum toute la partie infra et en faire le moins possible. Et pendant la migration, ils ont fait face à des problèmes. C'était qu'il y avait des chemins qui étaient codés en dur dans les scripts, du classique, mais c'était des chemins en plus HDFS. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a des centaines de milliers de requêtes, donc j'imagine qu'il y a aussi quelques milliers de traitements qu'il doit y avoir. Donc ils voulaient pas faire ça à la main. Et de la même manière que le service Data Mesh Service, ils ont développé aussi un outil qui permet de traduire automatiquement les chemins HDFS vers les nouveaux chemins, vers les buckets GCS. Et apparemment, ils ont aussi beaucoup travaillé, j'en parlais au début, sur pas le fine-tuning, mais le fait de vraiment bien réfléchir de quelle donnée va sur quel bucket, comment est-ce que tu découpes la donnée, parce que j'ai pas été regardé d'ailleurs sur la doc de GCS, mais il y a une certaine limite en termes de lecture-écriture et surtout en termes de performance. C'est-à-dire que tu peux pas écrire de manière illimitée toutes les secondes un certain nombre de données sur les buckets. Et donc apparemment, ils ont dû réfléchir à ça pour bien découper les données, pour créer plusieurs buckets, pour avoir certaines données, pour qu'ils aient plus de limitations comme ça. Toi, Axel, t'as déjà fait une migration à partir de Hadoop? Parce que je me souviens que tu m'avais dit que tu avais bossé sur Hadoop il y a quelques temps. Non, mais j'ai changé de mission. J'ai pas, j'ai pas une migration. Je leur ai laissé ça. Ok, Non, mais en tout cas, moi, Hadoop, c'est pas moi qui gérais l'infrastructure Hadoop. ok, Je consommais du Hadoop, tout ça. Mais c'était sur Teradata. ok, ouais, ça marche. Donc globalement, par rapport à l'article, bah, Bah, en fait, là, déjà, il était assez costaud. Il y a eu un petit tunnel, là. Mhm, Mais, tu vois, ce genre d'article, mhm, il est bien parce qu'il montre, je trouve, assez fortement le décalage que peut avoir un tech et un métier. mhm. Le tech, il va avoir plein de soucis dont t'as rien à faire, le métier. Ouais, Tu vois. Euh,
tout ce que tu viens de dire, tu dis ça à un métier, mais Mhm. il s'en fiche Bah, c'est clair. totalement. Il dit non, mais moi, quand est-ce que j'ai ça? Mhm. Et en fait, c'est ce qui peut nous stresser, entre guillemets, en tant que data eng, c'est que tu as plein de limitations, plein de codes à écrire pour variabiliser tout, automatiser tes purges de dossiers, pas de dossiers, mais Bucket. de buckets GCS, découper tes traitements pour pas atteindre des seuils, etc. Mhm. Et ce qui peut en fait créer de la tension dans le sens où des fois pour un simple sujet, en fait, tu vas leur dire ouais, il me faudrait bah là une dizaine de jours Mhm. parce que en fait, tu sais que quand tu vas développer, tu vas te choper les mêmes problèmes que tu as eu au sujet d'avant et que tu Mhm. as envie de régler pour accélérer tes développements quoi, tu vois, et pour pas être embêté. Donc ouais, c'est effectivement, mais quand tu travailles chez Uber, il y a peut-être moins ce problème. Parce que il y a quand même une forte culture tech, je pense, Ouais, bien sûr. et quantités de données très fortes Mhm. qu'on n'a pas ici dans notre région, moins, je pense. Des hexaoctets, non. Ouais, j'ai plusieurs dizaines de teraoctets, ce que j'ai pu voir, mais Ouais, hexaoctets, mais ça commence à piquer un peu au pétaoctet, mais avant, t'as pas vraiment de problème. ouais, c'est clair. Sur la quantité de données, je parle. Après, tu as Mhm. toujours ces problèmes de variabilisation, d'automatisation de tâches, de fonds, etc. pour faciliter la vie, mais et le data mesh, au final, ils n'ont pas énormément parlé. Non, pas tant que ça. C'était surtout le fait que c'était surtout pour la partie organisationnelle. Pour dire que là, maintenant, les données, ils découvrent vraiment en objet métier. Il y a des équipes dédiées pour ça. Et ce qui permet aussi de mieux découper. C'est une équipe va gérer une certaine domaine fonctionnel et donc ils vont gérer un Ouais. certain bucket, etc. Bah après, ouais, data mesh, c'est intéressant. Mhm. En termes plutôt de gouvernance, c'est moins technique, en fait. Avec le principe de découpage par domaine, comme tu disais, avec un data owner qui responsabilise, comment dire, parler de qualité des sources de données la semaine dernière. Bah, typiquement, voilà, quand tu as un interlocuteur par domaine, où tu dis, voilà, j'ai un problème, c'est maintenant tu te débrouilles, tu vois. Mhm. C'est vachement pratique pour les data ingénieurs. Ça nous laisse de la charge mentale pour traiter d'autres sujets. Et au moins, on craque vraiment le sujet, quoi. On laisse Mhm. pas des sujets traîner, on sait, on sait pas qui doit prendre le sujet, etc. Ouais, clairement. Et toi, tu as travaillé sur un article qui parle de la nouvelle version de DuckDB? Ouais. Alors, c'est un peu pareil, c'est quand même une release, donc je veux pas faire la liste exhaustive de tout et rentrer en détail. Mhm. Euh, Ce qui était intéressant dans l'article, c'est que bon, déjà il présente toutes les évolutions et en fait ce que j'ai découvert avec avec cette release, c'est que euh, DuckDB propose une version d'SQL, j'ai envie de dire, qui commence à implémenter de la programmatique dans le sens pas que du SQL, mais tu peux jouer avec des listes, avec ce qu'ils appellent ah je l'ai plus, je le retrouve plus dans toute la liste. C'est un peu comme sur BigQuery, avec les oreilles? Ou c'est encore Ouais, mais tu différent? peux carrément, en fait tu peux carrément comme un with en Python, tu peux aller chercher toute une liste et traiter incrémentalement avec une boucle. Avec une boucle? Ça me fait peur quand tu dis ça. Pourquoi? Avec une boucle en SQL, quand tu as des millions de lignes, ça peut commencer à piquer, non? Bah, en fait, tu peux faire un read CSV. Déjà, tu fais ta variable. Par exemple, list of files. Et tu sélectes list. Donc, c'est un mot-clé de chez DuckDB. Cette liste, non, ce fichier, pardon. Et ça va faire comme si c'était un CSV. Ensuite, tu fais un select étoile from read CSV
get variable ton fichier Mhm. et comme ça, tu peux jouer avec. Mhm. Ce que tu peux pas faire avec du SQL standard. Pas ISO la norme, mais ANSI. Ainsi. Ouais. Ils font le nest avec du array. Donc ça c'est intéressant. Ils ont des lambda functions comme en Python au final. Donc c'est pas aussi large. Tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux. Ils ont 3 lambda functions, 3 pratiques natives où là tu peux y aller sans souci. Ok, donc ils enrichissent bien le SQL de base. Ouais, Ouais, j'utilise. ils enrichissent pas mal en fait. En fait, je pense qu'ils se sont dit, on a un produit à part, Mhm. donc autant y aller à fond et euh, et ne plus du tout être un SQL un standard quoi. Mhm. Je pense qu'il là il se lâche complètement sur les features Ouais. et moi ça me titille quand même de le tester en profondeur Mhm. parce que j'avais testé il y a quelques mois juste pour voir Ouais, pareil. ce que ça donnait. L'utiliser au quotidien avec des vrais cas d'une manière professionnelle, c'est là où vraiment tu peux avoir un avis. Sachant que avec un pip install, tu l'as le produit. Donc Mhm. tu peux même faire une petite image Docker, la lancer sur un pod cube et faire des traitements, quoi. Mhm. Très facile à mettre en place. Au final, c'est un super pandas en fait. J'ai envie de dire pour résumer grossièrement. J'avais déjà entendu une histoire, je sais plus quel professionnel m'avait raconté ça, qu'il avait utilisé DuckDB dans le cadre d'une migration. Je sais Ok, plus de quel outil vers quel outil, mais ok. c'est juste qu'il avait besoin de reformater les données pour pouvoir être ISO sur l'outil cible. Et donc, il passait en fait, il faisait l'ingestion avec DuckDB, il faisait les transfos avec DuckDB pour après les mettre dans la cible. Le format attendu. Et je trouvais ça intéressant. Comme outil de migration. Ouais, c'est pas mal. Ça donne de bonnes idées en tout cas. Mhm. Ouais, clairement. Ouais, donc voilà. La release, elle est assez longue. Je Mhm. laisserai lire pour ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet. Mais ce qu'il faut garder de l'article, je pense, c'est que DuckDB a une vision poussée du SQL dans le sens où ils implémentent pas mal de concepts programmatiques. Ça marche. Le troisième article dont on va parler, c'est sur la sortie de la version 1.0, donc la première version de Airbyte. C'est un article de John Lafleur qui a été publié le 16 septembre. Juste pour ceux qui connaissent pas Airbyte, c'est une application d'ingestion de données. Tout simplement pour résumer vraiment très simplement. L'article, il fait pas juste un changelog de ce qui va arriver. D'ailleurs, le but de la sortie de la version 1, c'est pas vraiment pour avoir un changelog, mais il revient sur l'historique de Airbyte. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans l'article. Il rappelle que Airbyte s'est sorti en 2020, donc c'était pas si loin finalement, c'est il y a à peine 4 ans. Ils avaient commencé en 2020, donc à la sortie, avec comme vision, comme mission, surtout de simplifier les pipelines de données. Je dirais comme un peu tous les outils d'ingestion de données. Et ils ont fait ce choix en 2020 de le mettre directement en open source parce qu'ils voulaient compter sur la communauté. Le fait de fédérer une communauté derrière cet outil-là, d'avoir aussi la possibilité de faire des itérations rapides avec l'outil grâce au feedback de l'open source. Ça, c'était vraiment ce sur quoi ils se sont concentrés sur l'année 2020. 2021, c'était le fait de monter sur le nombre de connecteurs disponibles. Donc, les connecteurs, euh, c'est grâce à ça qu'on va se brancher à une certaine source de données. Donc, ils sont passés de 10 à 50 connecteurs. Donc, ils ont quand même fait x5 sur l'année. Et en même temps, ils ont mis à disposition un service qui s'appelle Custom Connector Development Kit. Derrière, c'est pour créer ses propres connecteurs. Donc là, même si eux, ils en ont développé 50, ça permet aussi à la communauté de s'affranchir des propositions de Airbyte et d'aller plus loin. J'avais déjà entendu aussi sur LinkedIn, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il avait fait ses propres connecteurs, je sais plus pourquoi, c'était pour Salesforce ou je sais pas quoi, et qu'il avait poussé, la merge a été acceptée. C'était, je crois, l'année dernière.
Et en 2022, Airbyte a fait face à une première grosse problématique. C'était qu'il y avait un manque de fiabilité sur ces connecteurs. Derrière ça, ce manque de fiabilité, c'est parce qu'il y a une grosse croissance. Ils ont beaucoup accéléré, ils ont voulu livrer un max de connecteurs pour les utilisateurs. Et donc, ils n'ont pas assez assuré la fiabilité et donc ça pouvait empêcher l'adoption de Airbyte par les grandes entreprises. Parce que eux, ils veulent absolument de la fiabilité pour utiliser des outils. Et donc, ils se sont concentrés aussi sur 2022 pour améliorer et pour fiabiliser tout ça, tous ces connecteurs. Et en parallèle, ils ont aussi sorti la fonctionnalité, c'est le Transformation Layer. C'est le fait de pouvoir transformer les données qui sont dans la pipeline, en transit, avec du SQL, du DBT ou du Python. Quand j'ai lu ça, je me suis directement dit, on retourne sur l'ETL classique, le fait de faire son extract, sa transformation, et après seulement tu loads. Je me suis posé la question, parce que c'est pas parce qu'il y a des BT dedans que c'est tout de suite plus moderne. Donc je me pose la question. Juste simplement, vu que là, on est plus en mode ELT un petit peu partout, le fait vraiment de prendre ta donnée source, de le déposer sur le système cible, et à partir de ce moment-là, tu commences à traiter les données. Donc à voir. De toute façon, toutes les entreprises n'ont pas migré sur de l'ELT, donc peut-être que ça peut répondre à certaines entreprises. Mais je trouve que ça peut en tout cas alourdir la pipeline d'extraction. Et en 2023, ils ont sorti les certifications des connecteurs. Donc toujours dans la continuité de fiabiliser ces connecteurs. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place certaines règles de fiabilité de ces connecteurs. Et à partir du moment où toutes ces règles-là sont respectées, il y a une certification sur les connecteurs. C'est pour rassurer les entreprises qu'ils ont mis en avant sur l'article dans l'utilisation de l'outil. Ils ont aussi amélioré tout ce qui est la partie infra-cloud. Ça, c'est même principe. C'est pour fiabiliser l'adoption par les grandes entreprises. C'est-à-dire que s'il y a de la volumétrie qui sont apportées par des grosses entreprises, vous inquiétez pas, on a l'infrastructure pour absorber ça, il n'y a pas de problème. C'était dans ce sens-là. Ils ont sorti une API officielle et une prise en charge de Terraform. Donc là, c'est plus pour apporter de la programmatique au niveau de l'extrait, enfin de la pipeline d'extraction. Et 2023, donc ça a été chargé aussi pour eux, ils ont apporté une partie no-code, low-code pour les connecteurs. Donc là, ça me fait penser aussi au projet Apache Hop. Donc c'est vraiment, tu as une interface visuelle, c'est du Java. Tu as une interface visuelle, tu mets ton connecteur, tu as ta pipeline, tu la mets en cible. Mais c'est que du visuel aussi. Donc là, apparemment, c'est un peu le même principe. Et en 2024, là, il y a eu surtout deux grandes nouveautés pour Airbyte. C'est la sortie du SDK Python qui s'appelle PyAirbyte. C'est le fait de créer des connecteurs en Python. Et la deuxième nouveauté, c'est que Airbyte peut supporter les sources de données non structurées et les données vectorielles. Donc on en parle assez régulièrement sur le podcast. Les données vectorielles, c'est vraiment adapté pour des traitements dans le cadre d'utilisation de modèles d'intelligence artificielle. Et donc finalement, la sortie de la version 1, c'est pas pour annoncer qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont sorties là récemment. C'est surtout pour dire que le projet il est arrivé à maturation et que les entreprises peuvent commencer à l'utiliser sans problème. Toi, tu as déjà utilisé Airbyte? Moi, j'ai jamais Non, utilisé jamais. encore. Non, jamais. Et j'ai envie de dire tant mieux pour moi, dans le sens où pas, je dis pas que c'est un mauvais outil, mais quand tu utilises un outil comme ça, il y a de l'abstraction. Mhm. Et donc, tu progresses moins. Tu progresses moins, pardon. Tu as un data engineering. Forcément, tu es guidé par un outil Mhm. qui te cache beaucoup de choses. Donc, tout cet aspect un peu plug and play, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse sur une mission. Mhm. Même si ça aurait facilité la chose, hein, pour se brancher à des outils, mais des outils assez communs. Je n'utilise pas vraiment de SaaS exotique sur ma mission, quoi, Mhm. au niveau de mes sources, mais j'aurais pas progressé comme j'ai progressé sans outils de ce type-là, quoi. Ouais, ils ont eu des soucis effectivement de fiabilité à un moment. Mhm. Euh, Ça leur a fait mal et surtout qu'il y a Fivetran, leur grand concurrent qui est réputé pour sa fiabilité. Donc je sais pas trop où ils en sont là au niveau de leur état financier, business, etc.
Mais effectivement, comme tu disais, il est open source avec une communauté derrière, donc ça aide aussi. Mhm. On verra, on verra par la suite. Mais effectivement, depuis un peu la crise de confiance qu'il y a eu, ils ont bien redressé la barre. Fivetran, j'entends beaucoup plus souvent parler de cette application, même si c'est moins ouvert que Airbyte. Ouais. Et après, pour la partie abstraction, je trouve ça quand même intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans la partie data engineer, bah, c'est faire de la tech, bien sûr, mais pas que, quand même pas mal, mais c'est surtout sur la partie transformation. Le fait vraiment de manipuler les données, de me poser des questions, mettre en place les règles de gestion, faire des filtres, les préparer comme il faut pour répondre à un certain besoin. Et je me dis que ça, j'ai jamais été très attiré par la partie juste extract de la donnée. Mm. Donc j'avoue, s'il y a un outil qui me fait de l'abstraction, et là, par exemple, chez certains clients, il y en a qui font ça, j'aime bien. J'aime bien Ouais. le moins en faire possible sur la partie extract. Et c'est une parfaite transition pour mon article. Bah voilà. Les trois types de data engineer, Ouais. Daniel Beach, euh, où en fait il dresse le portrait de trois data engineers. Mhm. Euh, il dit pas forcément que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est plus un dégradé de niveau technique. Comme tu disais, moi j'aime pas trop aller sur l'aspect extract. Je préfère travailler mes règles de gestion, discuter avec le métier, etc. Ça, c'est le portrait numéro un du data engineer. Il appelle SQL and Analytics. Ok. Donc, c'est plus ce qu'on va appeler un Analytics Engineer aujourd'hui. On en a déjà parlé longuement dans un autre podcast. Mais c'est quelqu'un qui va savoir faire de la tech, Mhm. mais qui va avoir 80% de ses tâches et de son expertise liées à SQL, DBT et à discussion avec les métiers, etc. Et faire du dashboarding aussi. Mhm. Donc le portrait numéro 2, c'est ce que tu veux pas trop faire, ce que tu veux éviter de trop faire. C'est la partie extra cloud. Il dit aussi que ça va un peu plus loin. Il y a des notions de savoir monter une CI/CD, faire du DevOps, faire de la sécurité réseau avec des VPC, etc. Mhm. Donc vraiment, c'est du data 1. Je mets 20% de SQL et 80% on parle souvent de Python, mais il peut y avoir du Scala, maintenant du Rust, Ouais. savoir monter de l'orchestration, de l'orchestration de cubes, souvent Mhm. avec un Kubernetes comme un GKE sur le cloud, avec du Docker, des images Docker. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Faire communiquer plein d'outils, en fait, plein de bases de données, du Mongo. Il y a plein de cas de figure. Savoir utiliser aussi pas mal de produits comme Dataflow, PubSub, savoir faire du streaming, une longue liste un peu de produits tech, savoir Mhm. utiliser, mais vraiment pour du déplacement de données et pas tant de transformation. Ok. Les deux, je dirais, se complémentent très bien. Tu peux avoir un data eng analytics, un data eng, je sais pas comment l'appeler. Euh, Est-ce qu'il lui donne un nom déjà? Excuse-moi, je regarde rapidement. Mhm. Ouais, programmeur et architecte, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et ensuite, tu as le niveau 3. Donc là, on rentre dans une autre sphère. C'est ce qu'il appelle le tooling builder. Mhm. Et là, on parlait de DuckDB tout à l'heure, par exemple, qui est écrit en C++. Mhm. On a déjà parlé de Polars, écrit en Rust, ou même il y a plein d'outils, hein, même les outils de Google, en réalité, BigQuery, etc., ils sont bien codés par des programmeurs. Et bah, c'est ça les tooling builders. Et il dit c'est des software data engineers parce qu'ils savent construire un produit spécialisé pour la data. Ok. Mais là, tu rentres et il dit que lui ne le sera jamais, qu'il a ni l'envie ni le niveau technique. Mhm. Mais en fait, ça demande beaucoup plus de compétences de software engineer parce qu'après, tu as toutes des phases de test derrière qui utilisent son produit. Donc en fait, il faut vraiment avoir une double compétence déjà, et data engineer. Et il dit, si tu veux monter sur un poste aussi technique, il faut par exemple participer à de l'open source, être dans des communautés d'outils.
qui t'intéresse et passer beaucoup d'heures à développer, à tester. Mhm. Donc c'est un data engineer qui construit des outils pour les data engineers. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un profil qui m'intéresse bien. Mais effectivement, comme tu le disais, il faut un fort investissement pour pouvoir arriver Ouais, à ce niveau-là. très fort investissement, puis une capacité de software engineer aussi, vraiment, pas que de savoir faire des pipelines. On parle souvent des deux profils de software engineer et de data engineer. Là, c'est vraiment le croisement des deux, Ouais, mais à un haut niveau. c'est ça, c'est ça. Et c'est souvent des gens qui, alors, soit sont des passionnés et participent à de l'open source. Mhm. Alors, ils sont passionnés, mais je pense que c'est aussi pour se former. C'est possible, hein? Et tu vois, quelqu'un qui a fait beaucoup de delivery sur un projet open source, je pense c'est très valorisant pour lui et un gros plus pour le recrutement. Mhm. Je pense qu'il y a pas mal de profils comme ça chez Google, chez Amazon, chez Microsoft, Uber, etc. Mhm. Clairement. Ouais, et ils sont très bien payés. Et toi, tu te situes dans quel groupe? Ou tu voudrais te situer dans quel groupe? Bah, j'ai été longtemps portrait 1 là, SQL Analytics. Mhm. Là, ça fait quelques mois où je fais quand même beaucoup plus d'extra cloud, Mhm. de- d'ouverture de réseau, de machin. Accompagné par des gens, c'est pas moi qui fais tout de A à Z. Mhm. Et donc là, je dirais plutôt deux, euh, programmeur et architecte. Le plus, c'est que tu élargis ta gamme de compétences. Le moins, c'est que bah, tu perds forcément un peu le lien avec le métier. C'est plus pure tech, donc tu vas te rapprocher par exemple des DevOps, Mhm. d'un architecte ou tu vois, mais tu vas t'éloigner du métier et de tout ce qui peut la roadmap un peu fonctionnelle de la boîte. Ouais, je vois bien. Merci Axel. Pour le dernier article, c'est pour la disponibilité de Pandas sur Snowflake par Doris Lee qui a été publié aussi le 16 septembre. Pour rappel, Pandas sur Snowflake, c'est une distribution, c'est la bibliothèque Pandas qui est mise à disposition sur l'environnement Snowpark Python avec du Snowflake Python API, Streamlit et Snowflake Notebooks. Là, la promesse de l'utilisation de Pandas sur Snowpark Python, c'est que on peut manipuler des volumétries supérieures à 1 teraoctet de données. On parlait tout à l'heure que déjà, s'il y a quelques teraoctets, ça commence à déjà être pas mal. Là, clairement, ça veut dire que Pandas pourrait répondre à des problématiques de grandes entreprises en pouvant traiter ces volumétries-là. Il y a aussi ce Snowpark qui annonce des performances 30 fois supérieures. Donc là, évidemment, je me base sur l'article, je ne l'ai pas testé là moi-même. Pour rappel, Pandas, c'est un package qui est utilisé pas mal en data science, des fois en data engineering. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser ponctuellement sur une mission. C'est parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais en Spark. Et donc, j'ai dû faire convertir le data frame Spark en data frame Pandas et j'ai pu faire ce que je voulais pour écrire comme je le voulais. C'est la seule fois où j'ai pu utiliser Pandas vraiment sur la mission. Mais je l'ai beaucoup utilisé déjà lors de ma formation sur la partie data. Je l'ai utilisé aussi sur des prochaines machine learning. J'utilisais pas mal la bibliothèque scikit-learn. Et scikit-learn, c'est complètement compatible avec Pandas. Et donc, j'utilisais beaucoup ça pour la préparation des données avec Pandas. Et après, bah, je le donnais en entraînement aux différents modèles. Mais là, clairement, je fais appel à de la gestion de enfin, la gestion des données avec du data frame. Maintenant, je m'oriente beaucoup plus au Polars parce qu'il peut gérer des volumétries beaucoup plus facilement sur un environnement local. Parce que là, on parle de Pandas, mais c'est pas du local. Faut aller sur Snowflake quand même. Et donc, là, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, on en parle assez régulièrement dans ce podcast, c'est le fait de dépendre de la plateforme sur laquelle tu développes. Et là, clairement, pour moi, c'est un pas de plus pour la dépendance sur Snowflake. Mm. Parce qu'il y a je sépare quand même les dépendances à des outils en deux catégories. Tu as la dépendance forte et tu as la dépendance où ça va, la dépendance faible. Je dirais que
quand tu as la compétence SQL, quand tu fais tout en SQL, c'est une dépendance à SQL, mais SQL est disponible sur la plupart des plateformes. Donc, tu peux facilement migrer dans la plupart des plateformes. Donc, c'est une dépendance pour moi faible. Mais si jamais tu utilises justement cet outil-là, Pandas sur Snowflake, là, c'est une dépendance forte parce que tu pourras pas juste prendre tout ce qui est fait là sur Snowflake et le mettre tout partout. Ouais. Ou en tout cas, tu peux faire ça, mais tu n'auras pas les mêmes perfs. Du coup, c'est comme si que tu peux pas migrer. Ouais. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Et il faut savoir que derrière, pour promettre des performances 30 fois supérieures et le fait de pouvoir gérer plusieurs teraoctets de volumétrie, en fait, Snowflake a mis à disposition un moteur de traduction de requêtes Pandas en SQL. Et donc, à partir de là, on bascule sur ses traitements basiques. Ok. Donc, c'est ça qu'il y a derrière. Et pour utiliser cette traduction de requêtes Pandas en SQL, ils ont utilisé la bibliothèque, le projet open source Modin. Je sais pas si tu connais. J'en ai peut-être déjà parlé, ou en tout cas, je l'ai redécouvert là dans l'article. Modin, ça a été acquis, l'association, ou je sais pas, ou si c'était déjà une entreprise, mais en tout cas, Modin, ça a été acquis par Snowflake en 2023, et apparemment, c'est resté open source, même suite à l'achat. Et ça permet clairement de rendre Pandas distribué. Enfin, de faire des traitements Pandas en mode distribué. Et donc là, ils ont juste utilisé ce package-là aussi pour le mettre, l'incorporer dans leur service. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais toujours en ayant en tête que là, ça commence à faire de la dépendance encore un peu plus à un outil, à un cloud provider. Je sais pas toi, comment tu vois la chose? Ouais, après, dépendance, ouais, effectivement, c'est un grand sujet. Ouais, dans le contexte de Snowflake, je sais pas, j'ai pas de réelle valeur ajoutée parce que je l'utilise pas. Pandas, je l'utilise un peu, moi, au boulot, mais je trouve que niveau perf, c'est vraiment pas fou. D'ailleurs, je me suis mis en optimisation d'utiliser avec quelque chose d'autre. Je pense, je suis parti sur Polars ou, Polar, c'est quand même pas mal. Hein. ouais. On avait parlé de Daft aussi. Ouais, il y avait du DAV. Daft. Ouais. DuckDB, hein. C'est costaud niveau perf aussi. J'ai entendu qu'il y avait des limitations quand même avec DuckDB. Apparemment, les dépassements en mémoire, ça peut arriver un peu plus souvent qu'avec du Polars. D'accord. Ok. C'est ce que j'avais entendu. Mais je pense que c'est plus varié DuckDB que Polars. C'est vraiment pour faire du data frame à fond. Et c'est assez monotâche, je dirais. DuckDB, c'est déjà un produit plus complet, avec vraiment son langage, son langage, et, tu as compris. Donc une dépendance plus forte que du SQL aussi. Et un intégrateur, Noverdoc, un intégrateur cloud de DuckDB. Donc, ouais, faut effectivement partir sur le Polars, je pense. Mais en fait, j'avais l'impression que Pandas allait plus vite réagir, tu sais, en voyant les autres arriver et pousser au train. Ouais. Je trouve que ça bouge pas beaucoup. Je sais plus, j'ai lu un post LinkedIn, je crois, dans la semaine, Ouais. ou un article qui disait que justement, il y a une application, un certain service, je pourrais plus te dire lequel, qui a arrêté la prise en charge de Pandas D'accord. pour s'orienter vers des trucs vers des services plus performants. D'accord. Ouais, bah, je sais pas trop, je sais pas qui maintient, si la communauté est active, ou est-ce que ça va péricliter forcément au bout d'un moment. On va le voir Bon. petit à petit. Ouais. Eh bien, merci Axel. Merci à tous de votre écoute. Je vous invite à nous retrouver sur les différentes plateformes. Donc, pour rappel, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Si vous avez bien aimé aussi le podcast, pensez à mettre 5 étoiles. Et si vous voulez échanger avec nous, parler des articles dont on a parlé, vous pouvez mettre aussi des commentaires. À bientôt, Axel. Ouais, merci Bertrand. Salut. Salut à tous.